Bonjour à tous, bienvenue dans ce qui est la deuxième vidéo sur la chaîne, mais il n'y a pas d'ordre dans les guides. Et aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître sa condition de victoire et l'utiliser pour gagner des matchs de Hearthstone, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. J'ai toujours mon super cobaye qui s'appelle Volvi, Bonjour, c'est moi le super cobaye Volvi. et aujourd'hui, on va être sur quelque chose de très théorique. Il n'y aura pas forcément de pratique où Volvi va devoir le faire. Il y en aura un petit peu, mais ça va être un petit peu plus léger. Heu et on va essayer, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans la dernière vidéo, c'est de faire des pauses pour voir ce que vous auriez dit. C'est-à-dire que nous, on va faire notre analyse et vous montrer les différents éléments et vous allez, pouvoir faire des pauses à différents moments de la vidéo si vous voulez essayer de trouver les réponses. Ça vous permettra un espèce d'entraînement en plus du guide. Donc, première chose, qu'est-ce qu'une condition de victoire? Alors, une condition de victoire, c'est simplement comment est-ce que mon deck gagne des parties. Donc au moment où je construis mon deck, à quoi je pense, qu'est-ce que je veux réaliser dans la partie et comment je fais pour y arriver. En gros, si on devait découper ça dans les 3 phases du jeu, c'est early, mid et late game. Donc début de match, milieu de match, fin de match. Et pour expliquer ça grossièrement, le début de match, c'est la préparation, le milieu de match, c'est la mise en place et la fin de match, c'est la réalisation. Voilà, à bien comprendre que il y a pas mal de définitions de conditions de victoire, mais quand on fait du deck building, il n'y en a qu'une, c'est vraiment la manière de gagner. Bien entendu qu'il y a des conditions de victoire qu'on nommera, euh, qui sont parfois des trucs qui apparaissent dans certains match-ups. Par exemple, si vous jouez contre un deck où vous savez qu'il n'y a qu'un certain nombre de dégâts, bah, faire de l'armure, ça devient une condition de victoire. Mais ça, vous ne le faites pas au moment où vous faites votre deck. La condition de victoire, c'est vraiment, ok, je mets telle carte, tel combo, telle curve, parce que je vais gagner comme ça. Voilà. Donc, on va commencer avec comment on définit sa condition de victoire. Donc, là, je vais m'adresser aux gens qui ne construisent pas leur deck, ce qui est le cas des 3 quarts des gens quand on commence le jeu, et même plus tard, quand on essaie de monter les rangs, etc. En général, on a tendance à prendre sur Internet. Tout le monde le fait, que ce soit les pros, les pas pros, les casus, les hardcore. Tout le monde a un jour pompé un deck sur Internet. Ce n'est pas puni par la loi, vous avez le droit. Et les gens qui vous disent que vous n'êtes qu'un copieur et que vous ne savez pas jouer au jeu, et ben tant pis. Voilà, c'est en fait, c'est ce qui fait la en quelque sorte, une des beautés d'Hearthstone, c'est que l'information va extrêmement vite et c'est pour ça que le jeu marche. C'est parce que vous pouvez vous renseigner sur n'importe quel aspect du jeu à une vitesse incroyable. Alors vous n'êtes pas obligé de tout copier sur les autres, mais vous pouvez vous inspirer et quand quelqu'un a fait quelque chose de bien et qu'il le communique, ben je trouve ça plus idiot de volontairement l'ignorer plutôt que de s'y intéresser et dans certains cas, copier. C'est Voilà. vrai. Donc, quand vous construisez votre deck, vous avez votre idée. Mais quand vous ne construisez pas votre deck, vous allez aller voir le deck. Donc, on va dire que là, on va prendre, tiens, on va prendre un deck mage. Voilà, on va prendre ce deck mage. Je sais plus si je l'ai créé, si je l'ai pompé sur internet, un mélange des deux. Et donc, je regarde le deck. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des changements entre le guide et le deck. Et on va faire catégorie par catégorie. Donc la première chose pour déterminer la condition de victoire d'un deck, sans rentrer dans une partie, hein, c'est la courbe de mana. Est-ce que ma courbe de mana, elle est basse? Donc est-ce que j'ai un deck qui va avoir tendance à jouer beaucoup de cartes dès le début de match? Ou est-ce que j'ai une courbe de mana haute? Donc là, mon mage, on voit quand même que j'ai une courbe de mana assez haute. Puisque j'ai 7 cartes qui coûtent 8, quelques cartes sur les tours 1, 2, 3, et 5 cartes qui coûtent 6. Donc je vais quand même vouloir m'approcher de la fin de match. Je vais être un deck qui va vouloir jouer dans les tours longs. Donc, si je devais donner une catégorie instinctivement comme ça, juste à la curve, on dirait un deck contrôle. Volvi, tu n'hésites pas à valider, invalider. Non, oui, bien sûr. Je pense que ici, c'est assez évident. Voilà, ensuite, équilibre entre serviteur et sort. Alors, j'ai même pas besoin de toucher les cartes, on va regarder. Donc,
j'ai beaucoup de serviteurs jusqu'au tour 4, puisque sur 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sur 15 cartes, j'ai 10 serviteurs, 5 sorts. Oui, j'ai 10 non, j'ai 12 serviteurs, 3 sorts. Donc, début de match basé sur les serviteurs. Donc, le début de match, en quelque sorte, je vais être un deck classique, on va dire. Je vais pas essayer de faire des choses bizarres avec mes sorts. Je vais pas être passif. Je vais pas juste jouer des choses qui n'interagissent pas avec mon adversaire ou qui ne développent pas de menaces. Je vais pouvoir jouer des choses. Voilà, tu vas jouer le terrain. Voilà. À partir du tour 5, par contre, ça s'inverse complètement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 15 cartes d'après, par contre, j'ai 10 sorts. Et du coup, 5 créatures. Ce qui est quasiment l'exact inverse. Si on fait les additions, ça fait du coup que j'ai 13 sorts et 17 créatures sur l'ensemble du deck. 13 sorts pour un deck Hearthstone de 30 cartes, c'est beaucoup. Il faut voir que c'est énormément. 13 sorts, on est dans la moyenne haute du nombre de sorts qui est joué. Donc l'équilibre, au final, on a un deck qui est à 17-13, c'est très équilibré. On est sur un deck qui va devoir donc utiliser et créatures et sorts, a priori avec des créatures en début de match et des sorts par la suite, donc un espèce de relais. Voilà, donc ça, pour l'instant, cette information-là, si je la couple au fait que c'est un deck contrôle, ce que je peux en tirer, c'est le fait que, en début de match, je vais faire des échanges avec mes créatures, et ensuite, mes sorts vont venir prendre le relais dans ma stratégie. Mais l'équilibre sort-créature est assez équivalent, donc j'ai pas vraiment une information particulière là-dessus. Ensuite, le texte et le type des créatures. Ça peut être intéressant par contre. Parce que comme j'ai beaucoup de sorts, et que j'ai beaucoup de créatures en début de match, ça veut dire que théoriquement, mes créatures de début de match, elles doivent faire des choses. Elles doivent participer. Alors, du coup, Artificier des Arcanes. Alors, du coup, je fais les traductions puisque j'ai mon jet en anglais, je suis désolé. Quand vous lancez un sort, vous gagnez de l'armure égale à ce coût. Alors, Volvis, ce que je te propose, c'est qu'on va faire des catégories de créatures. On va faire défensif, neutre, agressif. Donc, d'accord. On peut clairement mettre ça dans du défensif. Totalement. Pour avoir une idée de ce que fait le deck. Voilà, cette carte, si c'était la seule créature de mon deck, j'aurais un deck purement défensif. Quand ça fait de l'armure, oui. Voilà. Arcanologiste. Donc arcanologue en français, cri de guerre, pioche un secret de votre deck. Moi, la pioche, je vais dire que c'est neutre, parce que tous les decks piochent. Ça peut être utilisé pour des fins agressives, ça peut être utilisé pour des fins défensives. Mais dans tous les cas, il y a de la pioche, donc c'est neutre. Ça me donne pas vraiment d'infos. Cette carte est totalement neutre. Après, en fonction des secrets que vous mettez dans votre deck, elle peut être plus agressive, plus offensive. Mais là, pour l'instant, en elle-même, elle est neutre, en fait. Hospice funeste. Au début de votre tour, détruisez toutes les créatures. Dans le défensif, ça se pose là. C'est assez défensif, oui. Voilà, il y a deux façons de le voir. Il y a des decks agressifs qui jouent cette carte dans une optique de tempo, puisque ça permet d'être sûr qu'on est le joueur qui pose les créatures en premier. Et ça fait ce qu'on appelle un changement d'initiative. Puisque dans Hearthstone, en général, le premier joueur, s'il a une créature qui coûte 1 de mana, sera celui qui a l'initiative. Et bien Hospice funeste, il dit non, c'est moi qui ai l'initiative, je pose en premier. Mais si on considère que sur les 3 premières créatures, on en a vu une qui fait gagner de l'armure et un Hospice funeste, pour l'instant on part quand même sur du défensif. Voilà, et de toute façon, on ne peut pas le compter comme agressif quoi qu'il arrive, parce qu'une créature agressive, c'est une créature qu'on peut poser pour essayer de pousser le létal. Vous ferez jamais ça avec un Hospice funeste. Je viens d'enlever l'Hospice funeste du deck, excusez-moi. Voilà. Ensuite, Corbeau. Révèle un sort de chaque deck, si le vôtre coûte plus, vous le piochez. C'est de la pioche, on a dit neutre. Acolyte de la souffrance. Quand cette carte prend des dégâts, pioche une carte. Alors là, c'est intéressant. Parce que la pioche, on a dit c'est neutre. Oui. Mais si une 2-3 pour 2 et une 2-2 pour 2, c'est des statistiques correctes, un 3 pour 3, on commence à être dans la statistique un peu plus pourrie. Du coup, agresser avec une 1-3 pour 3, c'est moyen. Donc, le texte est neutre, mais les statistiques de la carte me font dire que je ne vais pas agresser avec ça. Donc, elle est neutre à tendance défensive, on va dire. Voilà, elle est un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Voilà. Ensuite, Rampeur de goudron. Pour 3, une 1-5 taunt, donc provocation, a plus 2 d'attaque pendant le tour adverse. Provocation, c'est une mécanique qui a tendance à être défensive. Encore une fois, comme l'hospice, ça peut être utilisé dans des stratégies agressives, mais la volonté de cette carte, c'est quand même de protéger quelque chose. Vos points de vie, une autre créature, mais il y a une notion de protection.
Donc, encore une fois, défensif. Et ensuite, les enchaînés de Saronite, pour 4, 1, 2, 3 provocations, cri de guerre, invoque une copie de cette créature, donc encore une fois de la provocation. Donc pour l'instant, si je regarde mes créatures, donc on peut aller au bout, le Rodergeist détruit tous les sorts qui coûtent 1 dans les decks et dans les mains. J'ai aucun sort qui coûte 1, donc ça veut dire que je veux détruire quelque chose chez l'adversaire, donc je veux le priver de ressources. En général, les mécaniques qui privent de ressources, on va être dans des mécaniques de fatigue, on va être dans des mécaniques de contrôle, donc encore une fois c'est défensif. Ensuite, Medivh. Donc équipe Atièche. Atièche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une arme qui a 1 d'attaque, 3 de durabilité. À chaque fois que je joue un sort, j'invoque une créature du coup de ce sort. Donc là, on est sur une carte, elle, on peut la mettre dans la notion agressive, puisqu'elle va mettre des créatures, elle va mettre de la pression à l'adversaire. Alexstrasza, c'est la carte... Volvid, dit tout à l'heure, a dit que l'acolyte avait le cul entre 2 chaises. Alexstrasza a le cul entre 3 chaises. Elle peut tout faire. C'est une carte, donc pour 9, c'est une 8-8, donc ça met quand même une grosse créature sur la table, et ça met la vie d'un des 2 héros à 15. Sur l'adversaire, ça peut être agressif. Parce que mettons qu'on a fait Medivh avant, et qu'on ait quelques créatures, puisqu'on a joué des sorts, ben à l'Exstrasza, les créatures vont dans la tête, ça peut faire 15, ça peut clairement tuer l'adversaire d'un coup. Sur notre tête à nous, ça peut nous remonter en point de vie, ça peut nous baisser en point de vie dans certaines mécaniques. À une époque, Alexstrasza pouvait être utilisé avec les géants de lave, par exemple, puisque ça baissait le coût des géants de lave. Donc, c'est une carte qui ne donne pas d'informations. La seule information qu'on va tirer de la carte, c'est que par contre, ça coûte cher. Et quand ça coûte cher, on comprend pourquoi il y avait du défensif avant. Il faut arriver, en fait, à ce que Medivh, Alexstrasza et les 2 cartes qu'on va voir après soient utilisables. Donc, même si c'est des cartes, on peut les considérer à tendance agressive, il a fallu défendre avant pour pouvoir les jouer dans de bonnes conditions. Donc, elles s'inscrivent dans une logique défensive, mais dans cette logique défensive, c'est elle qui représente la partie agressive de la stratégie. Je sais pas si c'est bien clair, mais moi je me comprends. Moi ça me paraît clair, je vais rajouter un petit truc. Toutes les cartes qui coûtent cher, il faut toujours les regarder en se disant est-ce que c'est ça la condition de victoire? Voilà. C'est personnellement ce que je fais. Une carte qui coûte cher, il faut qu'il y ait vraiment une vraie raison pour qu'on la joue. Donc cette carte, soit elle nous sauve, soit elle nous fait gagner. Donc souvent les cartes qui coûtent cher, c'est déjà un bon indice sur tiens, qu'est-ce que va faire le deck. Voilà. Alexstrasza, c'est l'indice numéro 1. Voilà. Ensuite, Alana. Cri de guerre. Invoque un dragon 5-5 pour chaque sort qui coûte 5 ou plus de votre deck. Elle, clairement, on peut la mettre en agressif. Ça envoie du dragon 5-5, ça met de la pression. On en a combien des sorts 5-5? Tiens, on saute un peu des tables, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en théorie, madame peut débarquer avec 6 dragons 5-5, 6 x 5, 30, donc à elle seule, elle peut tuer quelqu'un. Théoriquement. C'est écrit, c'est compté, ça marche. Voilà. Donc, par contre, elle, voilà, dans l'agression, elle, on y va. C'est l'agression de la carte. Mais la condition de la carte dit qu'on a joué des sorts à 5 ou plus. Les sorts à 5 ou plus du deck sont uniquement des sorts défensifs. Donc, encore une fois, c'est la carte la plus agressive du deck, mais elle est soutenue par uniquement du défensif avant. Et Jaina, qui est peut-être actuellement l'une des cartes de valeur pure la plus forte du jeu, au moment où on parle, en termes de uniquement de la création de valeur. En termes uniquement de la création de valeur, je pense qu'il y a des cartes plus fortes, mais il n'y a pas de deck qui marche aussi bien autour. Donc, elle est, oui, top 5, je pense. C'est la carte jouée qui est la carte qui crée le plus de value actuellement dans le jeu. Voilà. Et du coup, invoque un élémentaire 3-6, vous change votre pouvoir héroïque en maintenant, quand ça tue une créature, ça invoque un élémentaire 3-6, et vos élémentaires ont vol de vie. Moi, ça m'a l'air bien défensif quand même. Vol de vie, ça invoque des 3-6 qui, rappelons-le, je peux vous montrer la carte, ont un passif qui gèle, le gel étant tout de même assez défensif comme mécanique. Ça fait quand même beaucoup de défense. Donc, le texte des créatures me dit quand même que j'ai envie de jouer du très long terme. Donc on est sur un deck défensif. Condition suivante. Les effets de sort, les zones, les bonus, les soins, les dégâts. Donc, je vais être sur des effets de sort qui sont bloc de glace, défensif, polymorphe, réponse, défensif, de la zone, de la zone, de la zone, du dégât, de la zone. Pour moi, on est sur beaucoup de défense. À noter que le petit bonhomme ici, on peut le considérer comme un sort de soin.
parce que ça m'étonnerait qu'on le joue tour 1. On va l'utiliser pour son texte, donc c'est une créature de soin. Mais on peut grossièrement le mettre dans la catégorie et dire qu'on a 2 sorts de soin dans le deck. Je pense. Alexstrasza, pareil. Hein. Alexstrasza, on peut considérer que c'est une créature de soin. Il y a certaines parties où honnêtement, si on dit je t'enlève la 8-8, tu l'utilises quand même, tu réponds oui. Tu te mets à 15, ça te gagne la partie. Contre certains decks agressifs, des fois, simplement être à 15, ça tue le match. Donc, on a quand même des sorts qui également sont défensifs, puisqu'on est sur de la zone et du soin. On n'a aucun bonus, donc on va pas augmenter nos créatures, on va pas essayer de faire des choses très compliquées avec nos créatures. Et des dégâts, on a les portails de terre de feu. Bon. Ils peuvent aller dans la tête, oui, mais avoir 2 sorts qui ensemble font 10 dégâts, à mon avis, ils sont pas là pour aller dans la tête de l'adversaire. Et enfin, les légendaires du deck, donc on les a un peu faites, on les a déjà expliquées, on va pas les refaire. Les légendaires du deck sont... Il y en a 2 agressives, une versatile et une très défensive. Donc au final, les légendaires du deck, comme on a vu que toute la stratégie du deck était défensive, et que les légendaires sont les seules cartes agressives à proprement parler, on pourrait presque considérer que le guest est une 5e légendaire. Quasiment. Oui. Voilà. C'est-à-dire, le guest aurait été une légendaire, ça aurait pas été choquant, parce que personne n'en a jamais joué 2 pour l'instant, je crois. J'ai jamais vu de liste avec 2 guests dedans. J'en ai vu quelques-unes, mais c'est vraiment ultra rare. Voilà. Et du coup, les légendaires, dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est la condition de victoire du deck. Je défends, j'arrive tour 8, bon, je te pose mes divs, t'y réponds pas, à l'extrada sur ta tête et je vais t'attaquer, t'y réponds, à l'ana et on recommence. Et si tu réponds encore à ça, ok, donc ma phase agressive n'a pas marché, Jaina, bon, et ben maintenant on va aller sur une phase ultra défensive. Maintenant je vais juste te dire, moi je vais pas te tuer. Par contre à la fatigue je suis sûr de gagner, donc tue-moi. C'est une forme d'agression. C'est ce qui se rapproche le plus du pacifisme, mais il y a des gens, un jour, ils ont fait une manifestation, ils se sont assis par terre, ils ont attendu et ils ont gagné. C'est une très 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 belle comparaison. Voilà. Du coup, le deck, là, si je n'ai fait uniquement que de la théorie, je vais pas jouer une partie, ma condition de victoire, c'est défendre, jouer des grosses légendaires, et en fonction de la réponse de mon adversaire à mes grosses légendaires, soit je vais passer en mode agression, soit je vais passer dans une phase encore plus défensive qu'avant, où du coup je vais avoir une optique de fatigue. Donc j'ai, on peut dire, grossièrement 2 conditions de victoire. Une qui est purement défense, j'attends. Voilà, contre un deck qui est agressif, qui va vider sa main, à un moment, je vais juste lui dire, très bien, à partir de maintenant, tu pioches une carte par tour. J'espère que cette carte est du niveau d'Isera ou de Yogg-Saron ou de etc., etc. Parce que sinon, tu ne vas jamais gagner, tu vas t'épuiser et je vais gagner comme ça. Première condition de victoire. Deuxième condition de victoire, je t'ai vidé ta table. Je te mets une 7-7 qui invoque des créatures quand je joue des sorts. Je te mets une 8-8 qui te met à 15 points de vie. Je te mets une 5-5 qui invoque X-Dragon 5-5. Si tu ne peux pas les tuer, je vais te tuer. Voilà. Donc on a une condition de victoire pression, une condition de victoire défense. Est-ce qu'on est bon, Volvi? On est totalement bon. Voilà. Donc, j'ai un plan. Vas-y, pardon. Je précise que du coup, ce que j'ai pu dire, vous remarquez, les légendaires, souvent, c'est un bon indice. Voilà. Donc, on a un plan. Quand je vais partir en partie, j'y vais pas tout nu. Je sais ce que je veux faire avec le deck. J'ai ma stratégie. J'ai mon plan de bataille. Je suis équipé. Alors maintenant, Volvi, on va se défier. Bien sûr, je précise pendant qu'on se défie que ce qu'on a fait là, on l'a totalement détaillé, mais c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes en réalité. Avec de l'expérience, oui. Une fois que vous connaissez les decks, il y a énormément d'étapes. Déjà, vous les sautez. Quand vous connaissez les decks, déjà, à la curve, vous savez le faire. L'équilibre serviteur et sort, c'est une étape qui est très très optionnelle. Le texte et type des créatures, au bout d'un moment, vous les connaissez les créatures, donc vous avez juste à regarder la liste. En fait, en regardant la curve, vous voyez les créatures et vous savez déjà. Donc c'est une étape qui va s'intégrer. Les effets de sort, même chose, au bout d'un moment vous les connaissez, vous passez un coup de souris sur les cartes, juste avec les noms, vous savez ce que ça fait. Les légendaires du deck, c'est la même chose, hein. Moi à la photo, dans ma liste, je les connais les légendaires, hein. Enfin je veux dire, je regarde juste la petite barre avec l'image, je sais ce que la carte fait en fait.
Voilà, tout ça, on a passé 20 minutes, mais c'est en vérité, avec l'expérience, quelque chose qui prend moins de 30 secondes. Oui. Mais il faut avoir la, la, la technique et vraiment être très ordonné dans la manière dont on fait les choses pour bien les comprendre. Au Voilà. début, quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux avoir une méthode et être très ordonné et faire OK, je fais ça, plutôt que partir en YOLO, comme on dit. En fait, sur le temps, ça va vous prendre moins de temps de bien jouer le deck, de perdre 20 minutes sur ce qu'on vient de faire, que de faire 15 parties qui, elles, vont durer 4 heures et qui vous auront peut-être rien apporté. Voilà. Alors, du coup, je lance un match, et donc là, on va essayer de deviner la condition de victoire de Volvi. Évidemment, je vais le faire de la même façon. C'est Volvi, je suis quasiment capable maintenant de déterminer la condition de victoire de son deck au moment où je connais sa classe. Parce que je connais Volvi, déjà. Parce que je connais les decks à la mode. Et parce que j'ai une bonne... Enfin, je connais les decks... Ouais, en fait, il n'y a pas de troisième condition, je connais Volvi et je connais les decks à la mode. Par exemple, Chasseur, voilà, je peux vous le dire maintenant si je vous donne un exemple. Chasseur, je sais qu'il y a deux types. Il y a Chasseur Face et Chasseur Spell. Chasseur Spell est beaucoup plus populaire que Chasseur Face, donc je vais plus m'attendre à Chasseur Face. Et si tour 1, il fait rien, je sais déjà que c'est Chasseur Spell. Quasiment. Puisqu'il a la pièce, donc un Chasseur Face jouera forcément un tour 1. Et donc s'il n'a pas la pièce, enfin, si je joue rien que la pièce, c'est soit un Chasseur Face qui a la pire main du monde, donc j'ai quasiment déjà gagné, soit c'est un Chasseur Spell. Donc voilà, à la fin du tour 1, je peux vous dire quel deck joue Volvi. Mais on va faire lentement et on va bien expliquer. Donc, il y a 3 critères sur lesquels on s'attarde. La première chose, les créatures qui jouent. Donc le texte des créatures. Est-ce que, comme moi, il va jouer des créatures qui vont piocher? Est-ce qu'il va jouer des créatures qui ont de bonnes statistiques pour leur coup? Est-ce qu'il va jouer des créatures qui ont une synergie particulière entre elles? Genre, est-ce qu'il va jouer 15 000 bêtes? Voilà. Là, par exemple, ça, c'est la seule carte qui fait que je ne sais pas. Puisque c'est une carte qui est dans Chasseur Spell et Chasseur Face. Et un Chasseur Face qui n'aurait pas de créature aurait équipé son arme pour optimiser son mana. Et un Chasseur Spell aurait équipé son arme, puisque un Chasseur Spell veut évidemment jouer des secrets tour 2 et tour 3. Donc il n'a pas envie d'avoir un mana flottant plus tard. Alors là, il tape. Donc est-ce que c'est Volvi qui me feinte en jouant Chasseur Spell, mais peut-être qu'il se dit, il faut quand même que je sois agressif, parce qu'il pense que sa condition de victoire, c'est de me tuer avant que moi j'arrive à mes légendaires? Ou est-ce que c'est un Chasseur Face qui n'avait pas de tour 1? Donc moi je vais jouer mon petit corbeau. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas d'infos. Du coup, la deuxième critère, le rapport à l'initiative. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir avoir vite le board? Est-ce qu'il va me laisser jouer? Est-ce qu'il va être agressif, passif? Ce genre de choses. Et enfin, les échanges, c'est un petit peu la même chose. C'est est-ce qu'il va faire beaucoup d'échanges? Genre, est-ce qu'il va essayer de ralentir le rythme? Est-ce qu'il ne va faire que les échanges qui sont bénéfiques pour lui? Donc par exemple les 3-3 qui tuent les 2-2 parce que sa créature ne meurt pas. Ou est-ce qu'il va ne faire aucun échange et il va aller que dans la tête? Donc ici, vous voyez qu'il vient de taper dans le corbeau. Donc ça veut dire qu'il a quand même prévu d'éliminer mes créatures. Un Chasseur Face, pour moi, il aurait tapé dans ma tête. Donc là, pour moi, instinctivement, je me dis Chasseur secret. Enfin, pas secret, Chasseur sort. Donc, hop, hop, on fait juste le ping. Vous voyez, mon deck, j'ai ma condition de victoire, je défends, j'attends. Lui, en 1-2, il sert à rien. Ce que je veux, c'est profiter de son texte. Donc, puisque je suis un deck lent, je vais prendre mon temps, je vais lui dire, vas-y mon pote, finis ton arc sur mon corbeau. Moi, je suis pas pressé. C'est à toi de m'agresser. Voilà, je joue selon la condition de victoire que j'ai évaluée quand j'ai regardé le deck au final. Donc là, il y a une pièce qui part. Ça veut probablement dire que je vais prendre Barnes. Voilà. Bonjour monsieur. Oui, vous voyez, je le laisse parler pour qu'il vous montre bien que on comprend les choses. Voilà. Donc là, il vient de me dire, je suis Chasseur Spell. Mais, condition de victoire changeante. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que là, le rapport à l'initiative vient totalement de changer. Pourquoi? Parce que, à la base, Chasseur Spell est un deck assez lent, plus rapide que moi, donc il allait quand même vouloir avoir l'initiative. Mais là, il charge, tu peux passer ton tour, il va invoquer une 10-10. Et quand on invoque une 10-10 au tour 3, en général, quel que soit le deck que l'on joue, on va chercher
à faire un maximum de dégâts sur l'adversaire et donc à profiter de cette énorme initiative créée par cette synergie qui n'est pas possible autrement. Donc là, Volvi vient de se transformer en quelque sorte en chasseur face. Voilà. Et pour que Volvi redevienne un chasseur sort, comment on fait? On fait comme ça. Hop. Donc là, Volvi, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre le moment où tu as joué le Barnes et du coup tu as eu cette 10-10 et le moment où je polymorphe en termes de stratégie? En termes de stratégie, c'est-à-dire que quand j'ai mon bard sur le terrain, j'ai 14 de posé. Si je rentre 14 avec mes pouvoirs, je vais gagner. Donc je me pose pas d'autres questions en fait. Je sais Voilà. que Sa condition de victoire devient super simple, c'est si mes 14 touchent ta tête, je ne vais te faire que des dégâts. voilà, c'est fini. Maintenant, je vais être obligé de faire autre chose tout simplement parce que j'ai plus mon bard, j'ai Non, plus t'as mon plus- bard, j'ai t'as plus plus mon ta Issar, 10. j'ai Voilà. plus mes 10. On m'a enlevé 10 points de dégâts, donc on va devoir jouer autrement. Voilà, donc là en fait, c'est juste, il y a eu un rapport à l'initiative qui est passé dans les deux sens. Bon, ça c'est bien aussi, ça attaque. Et du coup là, on n'en parle pas, mais c'est ce qu'on a fait depuis le début, on est en train de mettre en opposition les deux conditions de victoire. Nos deux decks ont des conditions de victoire assez lentes. Je dis assez parce que chasseur a une condition de victoire variable en fonction de s'il a Barnes ou pas. Moi, ma condition de victoire, par contre, c'est toujours la même. Donc, on a mis en opposition nos deux conditions de victoire. La sienne, c'est de faire de la valeur avec ses sorts pour mettre la pression sur son adversaire, sauf s'il a Barnes, qui à ce moment-là, il devient un chasseur face. La mienne, c'est je patiente et je tiens le coup. Une fois qu'il a eu Barnes, Volvi est passé dans l'optique, ok, je suis chasseur face. Très bien, je suis chasseur face. J'ai enlevé Barnes, donc il est reparti sur une optique, je vais faire un peu de valeur, même si au final le compagnon animal l'a remis dans l'optique du chasseur face. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en opposition les deux conditions de victoire. Il sait que je veux être lent, je sais que, vu qu'il a eu Barnes, il est dans une optique rapide. Donc lui, il va être très agressif, et moi, je vais être le plus défensif possible. Et voilà, on a un match-up. Volvi, son match-up, c'est de me prendre de vitesse avant que moi j'arrive dans ma zone de confort et que je joue Jaina, et que je joue Alexstrasza, et que je joue toutes ces cartes qui vont lui dire tu n'as pas assez de dégâts dans ton deck pour me tuer, tout simplement. Et moi, ma condition de victoire, c'est de limiter au maximum la quantité de dégâts que je peux prendre pour justement arriver dans cette zone et dire à Volvi, eh ben, déjà tu ne peux plus aller dans ma tête, tu es obligé de t'occuper de mes menaces. Et deuxième chose, eh ben, il faut que tu trouves des dégâts supplémentaires puisque ton deck n'est pas assez. Voilà. Et moi, pareil, j'ai bien compris ce qu'était le deck en face, puisqu'on en parlait avant. Je suis en train d'essayer de lui dire non, non, tu dois me répondre avant. Voilà. Alors, ça se passe pas, parce que forcément, là, on est dans une période où c'est pas bon du tout pour moi. Mais en tout cas, j'essaie de lui dire maintenant, ça suffit. Regarde-moi, je vais essayer de te tuer. Voilà, alors là, c'est ce qu'on appelle du coup le concept d'initiative. Il sera expliqué dans un autre guide dont on va préparer la vidéo aussi. L'initiative, c'est le fait que Volvi est l'agresseur des deux. Du coup, il a besoin de l'initiative. Pourquoi? Parce que si en plus de devoir me faire les dégâts, il doit répondre aux choses que je pose sur la table, il s'en sort jamais. Du coup, il est obligé de prendre des choix qui le mettent dans une position d'agression. Là, par exemple, le coup d'arc, il veut pas le mettre dans la 1-2. Il n'a pas envie. C'est ma tête qui veut. Mais, s'il fait le différentiel des dégâts, ignorer la 1-2, ça va lui gagner 3 dégâts. Mais, combien d'armure va me générer cette 1-2? Beaucoup. Donc, dans sa condition de victoire, pour que l'initiative repasse de son côté, il est obligé de tuer la 1-2. Voilà. Et là, même chose, moi je joue un hospice funeste pour casser l'initiative. En fait, je lui ai dit, voilà, sur ton tour 8, tu ne développeras rien. Et là, il y a encore un changement de condition de victoire. Donc là, Volvi, est-ce que tu peux nous expliquer ton changement? Parce que là, tu viens clairement de changer de condition de victoire. Voilà. Tout simplement, je pense qu'il y a trop de PV et que mon pouvoir héroïque, en fait, va plus pouvoir faire assez. J'ai plus assez d'agression. J'ai une main qui se réduit. Donc maintenant, ma seule manière de m'en sortir, c'est d'à mon tour essayer d'avoir des créatures totalement pétées parce que le pouvoir le permet. Et du coup, rentrer dans une guerre de value où je lui dis, bah écoute, tu fais de la value, bah moi aussi. Voilà. Voyons voir ce qui se passe. En fait, là, Volvi, il a compris que sur la première condition de victoire, tu m'agresses, je défends, j'ai gagné. Mais Volvi a une carte dans son deck qui dit, oui, mais je suis pas obligé de prendre ce combat-là.
Ok, tu m'as battu sur mon terrain, maintenant je viens sur le tien et on voit ce qui se passe. Et alors là, j'ai un choix très rigolo. Volvi voit mon écran, hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est le but de la vidéo, on s'en fout. Là, j'ai Alexstrasza. Je vais jouer Alexstrasza, c'est sûr. La question, c'est est-ce que je lui dis ok, on prend le temps et je fais Alexstrasza sur moi, ou est-ce que je lui dis ah bon, t'as plus de pouvoirs héroïques qui font des dégâts et je fais Alexstrasza sur lui. Et du coup, en fait, on ferait un double inversement de conditions de victoire. Lui, il vient sur mon terrain, et moi je dis non, viens, on retourne sur l'autre de terrain, on voit qui c'est qui va le plus vite, parce que moi je mets une 8-8 et je te mets à 15 PV. Alors je vais pas le faire pour une raison simple, c'est qu'il a 2 pièges. Et si par hasard un des 2 pièges est piège de glace et que mon Alexstrasza remonte dans ma main, elle va coûter 11 et j'aurai l'air d'un cannelloni. Effectivement. Donc je vais juste mettre Alexstrasza sur moi et je ne sais même pas si je vais attaquer avec cette Alexstrasza. Je vais peut-être juste patienter et la mettre au milieu et lui dire bon, bah, je vais attendre d'avoir une autre créature parce que du coup, il sera obligé de tuer mes autres créatures s'il y a effectivement un piège de glace dans ces 2 secrets. Oups là, pardon. Je sais pas pourquoi il y a ça qui s'est lancé. Alors, ok, donc là on est parti sur la guerre de value, il va me mettre des petites créatures dans tous les sens. Et alors là, vous voyez, Volvi, il a dit d'accord, on fait de la value. Bon, manque de bol, je viens de piocher la meilleure carte en guerre de value du jeu. Et du coup là, je sais pas si ça va se produire, mais il va sûrement y avoir un réchangement de conditions de victoire. Parce que là, Volvi, il avait son chevalier de la mort et moi j'avais pas le mien. Donc il se disait, ok, je vais faire des créatures et au bout d'un moment, bah, tu pourras plus les gérer. Maintenant, le problème, c'est que moi, je lui dis la même chose. Ok, toi, tu fais des créatures avec ton pouvoir héroïque. Mais des élémentaires d'eau, tu peux en gérer combien? Parce que c'est embêtant, les élémentaires d'eau. Ah bah les élémentaires d'eau, il paraît que c'est pas ultra plaisir. Hein. Voilà. Donc là, la condition de victoire de Volvi vient pas de changer, mais d'être altérée. C'est-à-dire qu'il n'a plus le choix. De toute façon, il est obligé de continuer sur cette option de faire des créatures. Mais maintenant, là où avant, il allait peut-être faire des choix de créatures lentes et qui apportent beaucoup de valeur, peut-être que maintenant, il va choisir des créatures qui ont charge, ou des créatures qui ont des effets plus agressifs que ce qu'il aurait aimé prendre avant. Me trompe-je? C'est effectivement ça. Le gros souci, en fait, c'est que je sais que maintenant, il va gagner plus de HP. Donc, j'ai 2 moyens. Soit je mets des créatures qui vont vraiment être tellement fortes qu'il ne pourra pas les gérer, ce qui est sûrement pas près d'arriver. Soit bah, j'espère que bah, je vais être carry par notamment Arfus et des cartes de ce type-là. Voilà. Pourquoi t'as... Ah d'accord, il veut garder son arc. Je me demandais pourquoi il a pas attaqué avec son arc, parce qu'il veut garder son arc. Parce qu'il a des secrets. Parce que c'est le 2e arc en plus. D'accord, d'accord. Et alors là, vous voyez, je vais faire un truc. On vous l'explique comme ça, vous l'avez dans la vidéo. Je vais faire ce qu'on appelle un play forcé pour Volvi. Pourquoi? Parce que comme on vous l'a dit à la présentation du deck, le pouvoir héroïque de Jaina, quand il tue une créature, il invoque un élémentaire d'eau. Et là, il y a une petite 1-1. Cette 1-1 sur le board ne fait rien. En théorie, s'il n'y avait pas ce pouvoir héroïque, Volvi, tu la mettrais dans la tête. Oui. Mais là, il va faire ce qu'on appelle un play forcé, c'est-à-dire que le dégât que cette créature va mettre dans la tête, c'est un élémentaire d'eau pour moi. Et je pense qu'il préfère que je n'ai pas l'élémentaire d'eau plutôt que de m'infliger un dégât dans la tête. Donc Volvi va être forcé de suicider cette créature pour absolument aucune raison logique de son point de vue autre que m'enlever un élémentaire d'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle un play forcé. C'est ça. Voilà. Alors du coup, ça se met bien avec ça. Mais ça, je pouvais pas être au courant. Et il a des Arfus, le monsieur. Ah, je l'ai dit, on est sur du play Arfus. Malgré tout, j'essaye de quand même pas le laisser trop monter. Simplement parce que ça peut... Oh! Voilà. Et moi, j'essaye de monter, donc. Et comme vous pouvez le voir, cet Alexstrasza n'a pas bougé depuis un quart d'heure. Hein. Pourquoi?
parce que j'estime que ma condition de victoire, ce n'est pas de lui faire des dégâts. Tout simplement. Si je regarde les cartes dans le deck, il en a 13, j'en ai 14. Donc déjà, si on continue comme ça, il va perdre à la fatigue avant moi. Numéro 1. Et deuxième chose, comme à tous les tours, je fais des élémentaires d'eau, et ben il est obligé de gérer mes élémentaires d'eau. Donc pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de prendre le risque d'attaquer avec mon Alexstrasza. Là, en plus, ça commence à vraiment me déranger. Ces élémentaires d'eau qui, au fur et à mesure, se stackent et font le taf. Hein. Voilà. Et donc là, on va peut-être arriver dans une troisième condition de victoire pour Volvi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il accepte la guerre de valeur. C'est-à-dire il accepte de jouer sur mon terrain. C'est-à-dire, il dit, moi, je pose des trucs. Pas de problème, je continue, je pose des trucs. Peut-être qu'à un moment, du coup, si je fais trop d'élémentaires d'eau et qu'il ne peut plus les gérer, il va se dire, ok, donc maintenant, il va falloir que je compte le vol de vie et que j'arrive à faire plus de dégâts par tour que ce que lui en récupère. C'est beaucoup, c'est très très dur à faire. Mais voilà, peut-être qu'il peut essayer de faire des dégâts en m'empêchant de faire des élémentaires d'eau. C'est en général un plan qui se passe de type moyennement. Voilà. Après, là, il faut savoir que voilà, moi, je suis installé maintenant sur le board. Là, en fait, moi, ma condition de victoire actuellement, c'est juste que cette situation-là ne bouge pas. Si la situation telle qu'elle ne subit aucune modification, je gagnerai dans 12 tours, quand il aura plus de cartes dans le deck. Moi, je gagnerai un peu plus tard, parce qu'il faut le temps que la fatigue fasse effet. Mais... Alors, c'est un monstre errant. Et là, Volvi, il est très triste de son monstre errant, parce que son monstre errant va avoir un PV. N'est-il pas? C'est ça. C'est en plus un monstre errant de qualité médiocre. Voilà. Et donc là, je viens de voir que je pouvais attaquer avec Alexstrasza. Donc je vais le faire. Et là, ma condition de victoire vient de changer. Pourquoi? Parce que j'ai quand même beaucoup de dégâts sur la table. Et je remarque qu'il peut mettre son arc dans mon Saronite, et Sayen va tuer mon Alexstrasza. J'ai pas envie. Donc là, je vais faire un tempo play. Je vais faire Blizzard, juste pour que Sayen n'attaque pas. Et dire à Volvi, écoute, t'es à 19, si t'as pas de moyen de tuer mon Alexstrasza, elle va te tuer en 2 coups. Elle va faire 16 et après je finis au pouvoir héroïque dans la tête, quoi, puisque je sais que Chasseur n'a pas de soin. Donc là, en fait, ma condition de victoire vient encore de changer. J'ai vu une ouverture et je me dis, tiens, je peux le tuer avant la fatigue. Et ici, on est dans un moment pas très plaisant pour moi, on va pas le cacher, où on est obligé de faire des plays. Et là, vous Là, vous voyez, c'est purement le moment en fait où qu'est-ce qu'il y a eu sur le terrain. Je suis pas tellement mal que ça en vrai par rapport aux mains, etc. Je pense que je peux m'en sortir sur le temps, je peux faire durer la partie, mais j'ai plus mes conditions de victoire. Je les ai enlevées une à une en fait. C'est juste ça. Et en fait, l'important, c'est pas de gagner sur le moment. C'est quand votre adversaire n'a plus de conditions de victoire, il peut plus gagner en fait. C'est ça. Du coup, là, je suis obligé de chercher une technique secrète de Sioux du Nord pour éventuellement avoir une condition de victoire. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a deux choses qui sont bien. C'est que la numéro 1, il a été obligé de lui changer de direction. Donc il a essayé de modifier ma condition de victoire. Mais il s'est passé deux choses très très importantes dans ce tour. La numéro 1, c'est qu'il a dû utiliser Tracking, qui va creuser son deck de 3 cartes. Donc au final, en lui montrant que j'avais une autre condition de victoire, il a été obligé d'accepter celle d'avant. Il vient à la fatigue, il vient de perdre. Si on va à la fatigue, à cause de ce tracking, il a 0% de chance de gagner. Donc il m'a validé ma condition de victoire précédente. Ce qui veut dire qu'à tout moment, si j'arrive à retourner à la fatigue, j'ai gagné. Deuxième chose, il a fait ce qu'on appelle un très mauvais play. Mais encore une fois, c'était forcé. Il est obligé de tuer mon Alexstrasza, parce que sinon elle va le tuer lui. Donc, il s'est dit, bon ok, ben je la mets à 1 PV. Mais qu'est-ce qu'il fait s'il la met à 1 PV? Il me donne un élémentaire d'eau. Et il tourne en rond. Et au final, tout ce que je fais, moi, c'est alterner entre mes différentes conditions de victoire, jusqu'à ce que lui en trouve une. Et donc maintenant, je peux déclencher ce piège explosif, n'est-il pas? Bah bien sûr. Vous voyez, le truc ici, c'est que tous les plays que je fais sont forcés par la situation.
ce sont des mauvais plays, mais c'est les plays où à chaque fois on se dit ouais, mais si je fais pas ça, j'ai perdu 2 tours avant en fait. Voilà. En fait, là, Volvi, ce qu'il fait, il n'est pas en train d'essayer de gagner. Il est en train d'essayer de ne pas perdre et gagner assez de temps pour trouver un nouveau moyen de gagner. Et là, moi, vous voyez, du coup, je continue sur mon tempo parce que je dis ok, j'ai plus Alexstrasza, mais j'ai 2 élémentaires. Les élémentaires, ça tape. Et du coup, j'aurais pu faire mes divs. Mais il avait des poisons, j'avais pas envie. Et il y a une autre donnée qui là vient un peu plus tard dans la réflexion, c'est que moi, dans mes 11 cartes, il y a 2 portails des Terres du Feu qui ne sont pas encore arrivés. Et Volvi, il a que 14 points de vie. 2 portails de Terre du Feu, ça fait 10. Donc en théorie, si un seul élémentaire touche la tête plus un pouvoir, à partir de là, je peux juste attendre et mes portails de Terre de Feu vont me gagner la partie tout seul. De plus, autre information extrêmement importante, mes élémentaires gèlent les cibles. Donc, son arc n'est plus un problème pour moi. Au début, je voulais pas déclencher les pièges à cause de son arc aussi. Mais maintenant que je gèle quand j'attaque, ben son arc, je m'en fous. Bon, on va accélérer un petit peu parce que je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Donc là, je vais lui mettre la rectance absolue. En partie normale, j'aurais déjà concède. Hein. Voilà, mais le but c'est de vous montrer l'articulation des conditions de victoire. Mais là, voilà, le match est absolument terminé. Il n'y a aucune combinaison de pouvoirs héroïques qui permettent de sauver Volvi. Je suis à 34 points de vie. Il est à 10 points de vie, il joue pas de soins. Donc en fait, c'est juste une question de quand est-ce que je vais. Soit il gagne du temps et je pioche mes portails de Terre de Feu, soit il gagne pas de temps comme là, il peut pas, et je vais juste aller dans la tête et le tuer. Donc là, vous voyez, j'ai 34 points de vie. Ce board n'est absolument pas menaçant, donc je fais ça. Hein, c'est. Voilà. Et puis après, bah, parce que apparemment c'est comme ça qu'on fait, bah, on continue de faire des élémentaires. Et voilà. Après voilà. Là j'ai juste à rider ma condition de victoire. En fait là le truc c'est que maintenant je les ai toutes. Là maintenant je fais ce que je veux. Si je veux l'amener à la fatigue, je l'amène à la fatigue. Si je veux le tuer vite, je le tue vite. Voilà. Je suis dans la situation parfaite. Et vous voyez, il avait quand même des petits trucs. C'est-à-dire que parce qu'il avait cette carte dans le deck, il y avait quand même des raisons de croire qu'il pouvait encore gagner. Parce que si par hasard moi je faisais pas attention et je faisais pas attention à mes points de vie, hop, ça, un petit ordre de tuer qui passe par là, un pouvoir héroïque qui a donné une charge, genre une hydre combinée à une charge, ça fait 10 dégâts. Voilà. Mais bon, là, voilà, on va finir la partie à 44 points de vie. Ça s'est plutôt bien passé de mon côté. Donc voilà, c'était cette vidéo pour essayer de vous montrer un petit peu les conditions de victoire. Encore une fois, on prend énormément le temps, on détaille tout, on essaye de vous faire un petit peu rentrer dans nos têtes du mieux qu'on peut. On espère que ça a marché. Vous aurez vu très correctement que l'important dans Hearthstone, c'est la condition de victoire. Comme vous avez vu, il y a un moment où on était à peu près aux mêmes cartes, à peu près même, aux mêmes cartes advantage, etc. Sauf que comme je n'avais plus de condition de victoire valable à part quelque chose d'improbable, qui peut encore arriver, ça arrive sur certaines parties. Ou d'aléatoire. Ou d'aléatoire, bah, automatiquement la partie est arrivé un moment où bah, j'ai perdu quelque part mécaniquement, tout simplement parce que je ne pouvais pas gagner. Je n'ai pas perdu parce que il m'a battu. Il m'a vraiment battu. Il a vraiment gagné cette partie parce que je ne pouvais plus gagner. Je ne pouvais plus lui dire je vais gagner. Et c'est le but de son deck. Mais ça vous a bien montré que les conditions de victoire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de central quand on joue à Hearthstone. Ouais, en fait, la condition de victoire, c'est votre ligne directrice. Quand vous savez pas quoi faire, la question la plus importante, c'est comment il gagne mon deck. Ok, il gagne comme ça. Quelle est la décision qui a le plus de sens par rapport à ça? 99% du temps, vous ferez le bon play si vous réfléchissez comme ça. Il y a des fois où, du coup, la condition de victoire change. Voilà, vous l'avez vu par exemple, à un moment avec Alexstrasza et mes élémentaires, j'ai dit à Volvi, en fait non, on va pas à la fatigue. On va dans la tête, on voit qui gagne. Et pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose dans la partie qui m'a fait dire que j'ai plus de chances. Bon, en vrai, j'avais 100% dans les deux cas, je pense. Mais j'ai plus de chances de gagner en le tuant vite qu'à la fatigue. Pourquoi? Parce qu'en le tuant vite, il pioche moins de cartes. Et comme la seule chose qu'il fait gagner, c'est de l'aléatoire, moins il pioche de cartes, moins il y a d'aléatoire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est pas vraiment prendre une nouvelle condition de victoire pour moi. Ce que j'ai fait, c'est détruire encore un peu plus la seule chose qui, je savais, lui restait. Mais du coup, c'est un plan. C'est parce que j'avais mon plan, et mon plan, ça a été, ok, je veux bloquer le match.
Ok, le match est bloqué. C'est quoi l'étape 2? L'étape 2, c'est faire en sorte qu'il puisse pas revenir. Ok, je joue Jaina, j'ai mes points de vie à fond, il peut pas revenir. Étape 3, c'est quoi? Ben, il reste l'aléatoire, il reste des cartes que je connais pas, il reste une énorme prise de risque de sa part. Ok, comment il fait ça? Ben, plus je lui laisse de temps, plus il a de chance d'essayer. Ok, ben on laisse pas de temps alors. Et voilà, j'ai pris mon plan, et j'ai juste déroulé le raisonnement de mon plan, et ça m'a donné quasiment tous les choix de cette partie, au final, ont été expliqués juste par ces 2 phrases. Voilà. Mais voilà, on espère que ça vous a plu parce que pour le coup, en plus, cette partie était sympathique parce qu'il y a eu beaucoup de switch et on a pu vraiment vous montrer toutes les situations qui peuvent avoir lieu dans une game de Hearthstone. Voilà. Les vidéos sont un peu longues. Pour moi, je les considère un petit peu indigestes parce que c'est des choses que je sais, mais j'espère que les gens qui regardent, ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, que ce soit sur le site. Normalement, sur le site, vous avez les moyens de me joindre, mon Twitter, cette chaîne, mon Facebook. Si vous voulez parler à Volvi parce que vous aimez bien sa façon de raisonner ou que vous aimez bien le personnage, ben mettez-lui un commentaire ici, puisque lui ne travaille pas avec le site, mais il lit tous les commentaires également. Donc voilà, si vous voulez communiquer, si vous voulez avoir des questions, si vous voulez juste faire un retour, nous dire que vous avez bien aimé ou pas aimé, voilà, hésitez surtout pas. Au prochain guide, voilà, c'était ça le dernier. Si vous avez des idées de guides et de concepts qui ne sont pas présents sur la chaîne ou sur le site eSport Management, surtout vous n'hésitez pas à nous les soumettre. Parce que peut-être qu'on rate des trucs, parce qu'il y a énormément de choses et que moi je me suis fait une petite liste, mais peut-être que j'en ai zappé dans cette liste. Voilà, tout simplement. Des gros bisous et je vous laisse tranquille parce qu'au bout de 46 minutes, le cerveau il fait un petit peu mal. À bientôt les copains. Salut, salut!